Ma mère n'a pas crié. Elle a simplement poussé mon bureau à travers la pièce, comme si ma carrière était un meuble bon marché qu'elle pouvait réorganiser à sa guise. Mon frère se tenait là, souriant, mesurant le mur pour son studio, pendant que mes écrans vacillaient. J'ai dit « D'accord », parce que protester aurait fait de moi la méchante de l'histoire. Alors j'ai fait mes valises et je suis partie. Au lever du soleil, mon téléphone vibrait si fort qu'il a failli tomber de la table. À la seconde où j'ai disparu, tout leur monde a commencé à s'effondrer. Je m'appelle Chloé Martin. J'ai 33 ans et le silence est la denrée la plus chère que je possède. Je travaille pour une entreprise appelée Altis Gestion des risques. Vous n'en avez probablement jamais entendu parler et, si je fais bien mon travail, vous n'en entendrez jamais parler. Je gère des scénarios de catastrophes d'entreprise. J'analyse des modèles de données qui prédisent les krachs boursiers, les défaillances de la chaîne d'approvisionnement et les stratagèmes de détournement de fonds internes. Mon travail nécessite une connexion serveur dédiée, 2 disques durs cryptés et une concentration absolue et ininterrompue. Dans mon domaine, une seule virgule mal placée ne signifie pas seulement une mauvaise note. Cela signifie des millions d'euros de responsabilité civile. Au cours des 8 derniers mois, depuis que je suis retournée dans ma maison d'enfance en banlieue parisienne pour économiser en vue d'un apport immobilier, je travaillais depuis la chambre d'amis à l'étage. Ce n'était pas grand-chose, juste une boîte de 10 mètres carrés avec une moquette beige qui sentait vaguement le vieux cèdre. Mais je l'avais transformé. J'avais acheté le bureau. C'était un plateau en chêne massif, réglable en hauteur, qui m'avait coûté 800 €. J'avais acheté le double écran 4K de 27 pouces pour pouvoir gérer des feuilles de calcul Excel, tout en surveillant des flux de données en direct. J'avais acheté les panneaux de mousse acoustique qui tapissaient le mur nord pour atténuer le bruit de la circulation du quartier. J'avais payé pour faire installer la fibre optique professionnelle à la maison. Une facture d'environ 100 € par mois. J'ai payé le modem. J'ai payé l'électricité qui alimentait tout cela. Cette pièce n'était pas juste une chambre, c'était mon cockpit. C'était le moteur qui générait l'argent pour remplir le frigo en bas et mettre de l'essence dans la Renault de ma mère. Et mardi soir à 19h15, ma mère a décidé de m'expulser. Elle n'a pas frappé. Valérie ne croit pas au fait de frapper aux portes car elle pense que l'intimité est un obstacle à la proximité familiale. Elle est entrée alors que j'étais en pleine analyse approfondie d'une entreprise de logistique basée à Lyon. J'avais mon casque à réduction de bruit, mais j'ai senti la vibration de ses pas. J'ai retiré une oreillette. « Maman, je travaille. J'ai une date limite tout de suite. »« On doit bouger ça ?» a-t-elle dit. « Dis. » Elle n'a pas attendu de réponse. Elle n'a pas demandé. Elle a marché droit vers le côté de mon bureau à 800 €, a planté ses pieds et a poussé. Le bruit était horrible. C'était le crissement de lourds pieds en métal traînés sur un parquet qui avait perdu son vernis il y a des années. Mon mug a tremblé violemment, envoyant une vague de café tiède à la noisette par-dessus bord directement sur mon sous-verre. Mes écrans ont oscillé comme des gratte-ciel lors d'un tremblement de terre. La multiprise en dessous, que j'avais soigneusement fixée avec du velcro au cadre pour gérer les câbles, s'est arrachée avec un bruit écœurant de déchirement. « Maman !» Je me suis levée, la main suspendue au-dessus du clavier pour sauvegarder mon travail. « Qu'est-ce que tu fais? » Je suis au milieu d'une session. « Lucas a besoin de lumière », a-t-elle dit en grognant, donnant une autre poussée au bureau. Elle était étonnamment forte quand elle se sentait dans son droit. Elle avait poussé mon gagne-pain à 60 cm du mur, exposant les moutons de poussière et le câble Ethernet soigneusement acheminé. Le soleil de l'après-midi frappe ce mur parfaitement. Il a vérifié avec une application. Je l'ai fixé. Mon cerveau essayait de traiter la logique, mais il n'y avait pas de logique. Il n'y avait que la logique de Valérie. « Lucas a besoin de lumière », ai-je répété, la voix plate. « Pour le studio », a-t-elle dit, s'essuyant les mains sur son tablier comme si elle venait de me rendre service en rangeant. « On en a parlé, Chloé. »« Non », ai-je dit. « On n'en a pas parlé. »« Vous en avez parlé. »« Je travaille, » ai-je dit. Puis il est apparu. Lucas s'est appuyé contre le cadre de la porte. Mon petit frère, 26 ans, portait un bonnet à l'intérieur alors qu'il faisait 22 degrés. Il avait un mètre ruban dans une main et son téléphone dans l'autre. Il filmait la pièce.
Il filmait ma pièce. Il ne m'a pas regardé. Il a regardé le mur que ma mère venait de libérer. « Ouais », a dit Lucas en hochant la tête pour lui-même. Si on met les panneaux acoustiques là en damier, la réverbération sera dingue et les bandes LED RGB peuvent courir le long de la plinth. Il est entré dans la pièce, enjambant ma sacoche d'ordinateur portable comme si c'était un sac poubelle sur le trottoir. Il a marché jusqu'à mon bureau, mon espace de travail où des données clients confidentielles étaient actuellement réduites dans la barre des tâches, et a tapoté le bord de l'écran avec son index. « Tu vas devoir bouger ça, Chloé » a-t-il dit. « J'ai besoin d'espace sur le bureau pour la table de mixage et le bras du micro. L'esthétique doit être épurée, minimaliste. » J'ai regardé ma mère. « Vous voulez que je déplace mon installation de travail? Où ça sur la table de la cuisine? » « Ne sois pas dramatique, » a dit Valérie. Elle a commencé à décoller mon calendrier du mur. Le tableau blanc où j'avais planifié les évaluations de risque des 3 prochains trimestres. Elle a effacé 1 semaine de délai d'un coup de pouce. La cuisine a trop de passages. Lucas a besoin de silence pour enregistrer. « J'ai besoin de silence, » ai-je dit, ma voix montant d'un cran. « J'ai des réunions clients. Je gère des données financières sensibles. Je ne peux pas travailler dans une zone commune. » Lucas a poussé un soupir, ce genre de bruit qu'un adolescent fait quand on lui demande de sortir les poubelles. Il a tourné la caméra de son téléphone vers moi et j'ai paniqué 1 seconde, me demandant s'il diffusait en direct. « Le sous-sol était libre », a dit Lucas. Il a fait un geste vague vers le sol. « C'est sous terre, donc l'isolation phonique est en fait meilleure, insonorisation naturelle. En plus, t'as pas besoin de lumière naturelle pour des tableaux Excel, non? C'est juste des chiffres. Le sous-sol. » Il voulait dire la buanderie. Une boîte en béton à côté d'une chaudière vieille de 20 ans qui tremblait chaque fois qu'elle s'allumait. Une pièce avec un seul néon clignotant et un plafond d'1,80 m. Une pièce où le signal Wi-Fi allait pour mourir. « Vous voulez que je travaille dans la buanderie? » ai-je dit, ce n'était pas une question. « C'est une suite bureau à domicile », m'a corrigé Valérie, utilisant ce ton qu'elle prend quand elle essaie de réécrire la réalité. « On peut mettre un tapis, ce sera douillet. » Lucas lance son podcast la semaine prochaine. Chloé, c'est sa grande chance. Il a déjà 300 abonnés sur TikTok. Il a besoin d'un environnement professionnel. J'ai regardé les écrans. La notification du calendrier clignotait dans le coin de l'écran droit. Réunion avec le VP des opérations. 0 étudiants demain. J'ai regardé Lucas. Il était déjà en train de décoller une bande adhésive d'une boîte de lumière LED qu'il avait apportée. Il n'avait pas acheté ces lumières. Je savais qu'il ne l'avait pas faite. J'avais payé le relevé de carte de crédit la semaine dernière. J'avais reconnu le débit Amazon. 150 € pour du matériel d'éclairage. J'avais payé les lumières même qu'il utilisait pour me déloger. J'ai regardé Valérie. Elle le regardait avec ravissement. Elle le regardait avec une faim, un besoin désespéré qu'il soit celui qui est spécial. Le génie créatif qui avait juste besoin d'un petit coup de pouce. Elle m'a regardée et a vu une facture d'électricité. Elle a vu un compte courant. Elle a vu un meuble qui pouvait être poussé au sous-sol pour faire place à l'art. « Lucas a besoin de ça », a dit doucement Valérie, posant sa main sur mon bras. C'était censé être réconfortant, mais ça ressemblait à une menotte. « Tu es installée, Chloé. Tu es forte. Tu peux travailler n'importe où. Lui, il a juste besoin d'un tremplin. Sois une sœur. Aide-le. » Mon cœur martelait contre mes côtes. C'était un battement lent et lourd. Si je discutais, je savais exactement ce qui allait se passer. Valérie pleurerait. Elle parlerait de tous ses efforts pour garder cette famille heureuse. Lucas partirait en trombe, affirmant que je sabotais son processus créatif, que j'étais jalouse de sa liberté. Je serais la méchante. Je serais le robot d'entreprise froid qui se fichait de l'art, de la famille ou des rêves. Et rien ne changerait. Le bureau avait déjà été déplacé. La décision avait été prise au dîner pendant que j'étais en haut à travailler. J'ai regardé le câble Ethernet tendu à sa limite. 1 centimètre de plus et la tête casserait dans le port. Il m'avait débranché. Il ne le savait juste pas encore. « D'accord », ai-je dit. Le mot s'en est resté suspendu dans l'air. Lucas a arrêté de décoller l'adhésif. Valérie a cligné des yeux, surprise par l'absence de combat. « D'accord », a demandé Valérie.
D'accord, ai-je répété. J'ai tendu la main et sauvegardé mon tableau. J'ai fermé l'ordinateur portable. J'ai coupé l'alimentation des écrans. Les écrans sont devenus noirs, reflétant leurs deux silhouettes debout dans mon espace. T'as raison, le sous-sol est plus calme. Tu vois, Lucas a souri, frappant ses mains l'une contre l'autre. Je t'avais dit qu'elle comprendrait. Merci, Sœurette. Tu le regretteras pas quand je serai sponsorisée par des marques de boissons énergisantes. Je t'achèterai un nouveau, peu importe ce que tu fais. Oui, ai-je dit. Bien sûr. J'ai débranché la multiprise. J'ai commencé à enrouler les gros câbles d'alimentation. Je n'ai pas encore débranché les écrans ou l'équipement lourd. J'ai juste pris mon ordinateur portable, mon disque dur externe crypté et mon carnet de notes physiques. Je déplacerai les gros trucs demain, ai-je menti. Je vais m'installer en bas ce soir. Parfait, a dit Valérie. Elle mesurait déjà mentalement les fenêtres pour des rideaux occultants. Je t'aiderai à déplacer les paniers de linge plus tard. T'inquiète pas, ai-je dit. Je gère. Je suis sortie de la pièce. J'ai marché dans le couloir, passant devant les photos de famille où Lucas était toujours au centre et j'étais toujours légèrement floue ou en train de porter les sacs. Je suis entrée dans ma chambre, la petite chambre d'amis où je dormais, et j'ai fermé la porte. J'ai tourné la clé. Le clic a résonné comme un coup de feu dans la maison silencieuse. Je ne suis pas allée au sous-sol. Je n'ai pas déplacé de panier d'as de linge. Je me suis assise au bord de mon lit et j'ai ouvert mon ordinateur portable. Mes mains tremblaient, pas de tristesse, mais d'une rage froide et cristallisée. C'était le genre de rage qui clarifie les choses. Elle a brûlé la culpabilité. Elle a brûlé l'obligation. Elle a brûlé des années à me dire que c'est juste ce que font les familles. Ils n'avaient pas juste déplacé un bureau. Ils avaient mis en danger mon contrat. Ils avaient manqué de respect à ma profession. Ils avaient pris le toit que je payais et m'avaient dit que ma place était dans les fondations. J'ai ouvert mon sac à dos. J'y ai mis mon passeport. J'y ai mis mon acte de naissance. J'y ai mis ma carte d'identité et ma carte vitale que je gardais dans la boîte ignifugée sous le lit. J'y ai mis le disque de sauvegarde contenant 5 ans de déclaration d'impôt. J'ai regardé autour de la chambre. Je n'avais pas besoin des vêtements dans l'armoire. Je n'avais pas besoin des vieux livres. J'avais besoin de la technologie et j'avais besoin des documents. Tout le reste n'était que des objets. J'ai ouvert une nouvelle fenêtre de navigation privée sur mon navigateur. Je ne voulais pas que l'historique se synchronise avec l'iPad familial en bas. J'ai tapé « Appartement meublé, location immédiate Paris ». J'avais regardé ces applications 100 fois au cours des 6 derniers mois. J'avais d'innombrables recherches enregistrées pour des endroits sympas dans le 11e arrondissement avec de grandes fenêtres et un digicode. Je n'avais jamais cliqué sur « Envoyer le dossier » à cause de la culpabilité, parce que Valérie dirait que je l'abandonnais, parce que Lucas dirait que je me croyais meilleure qu'eux, parce que j'économisais de l'argent pour aider la famille. J'ai regardé le prix d'un studio vers République, 200 € par mois. C'était cher, c'était beaucoup. Mais ensuite, j'ai pensé au sous-sol. J'ai pensé au béton humide. J'ai pensé à Lucas, assis dans ma chaise, ajustant mes réglages de hauteur, parlant dans un micro que j'avais acheté sous des lumières que j'avais payées, racontant à quel point sa vie était dure. J'ai cliqué sur « Louer maintenant ». J'ai rempli les formulaires avec une vitesse née de la mémoire musculaire. J'ai téléchargé mes preuves de revenus, mais très substantielles. Preuves de revenus que ma famille semblait croire magiques. Dossier validé. Dépôt de garantie requis. MOM, 200 €. Premier mois de loyer. Montant, 200 €. Frais d'agence. 1 mois de loyer. Total, environ 3 600 €. J'ai viré l'argent depuis mon compte épargne. Le compte que Valérie pensait vide parce que je lui avais dit que les temps étaient durs le mois dernier pour ne pas avoir à acheter une nouvelle console de jeu à Lucas. Transaction terminée. Code d'accès envoyé par email à l'arrivée. Je me suis adossée. L'horloge numérique sur ma table de chevet indiquait 22h45. En bas, je pouvais entendre le bruit étouffé des voix. Ils riaient. Lucas expliquait probablement sa vision pour le studio. Valérie lui faisait probablement un sandwich. Ils étaient heureux. Ils avaient gagné, ils avaient récupéré l'espace. Ils avaient remis Chloé dans sa boîte. J'ai fermé mon sac à dos. Il était lourd, dense du poids de ma vraie vie. Je me suis allongée sur le lit, tout habillée. Je n'allais pas dormir. J'attendais le soleil, j'attendais que le silence soit absolu. Je ne faisais pas que déménager. Je disparaissais.
et quand le soleil se lèverait, et que la facture Internet à mon nom ne serait pas payée, et que le frigo ne se remplirait pas magiquement tout seul, et que le studio deviendrait noir parce que le contrat d'électricité était aussi à mon nom. Ils allaient réaliser que le meuble qu'ils venaient de pousser au sous-sol était la seule chose qui tenait la maison debout. J'ai fermé les yeux et j'ai écouté la maison s'apaiser. D'accord, ai-je pensé. Vous voulez la chambre? Vous pouvez avoir la chambre. Vous pouvez avoir toute la foutue maison, rester allongé dans le noir, à attendre que le soleil se lève, vous donne beaucoup de temps pour réfléchir à comment vous en êtes arrivé là. On ne se retrouve pas enfermé dans sa chambre d'enfance à 33 ans, planifiant une retraite tactique de sa propre famille à cause d'une seule mauvaise soirée. On en arrive là à cause de milliers de petites coupures dont on a prétendu qu'elles ne saignaient pas. J'ai fixé le ventilateur au plafond, un luminaire qui oscillait depuis 1999. Et j'ai pensé à l'architecture de ma famille. Elle était construite sur une fondation très spécifique. J'étais le mur porteur. Et Lucas était la décoration. Ça a commencé quand nous étions enfants. C'était subtil, de la même manière que l'érosion est subtile, jusqu'à ce que la falaise s'effondre. J'étais l'enfant facile. J'étais celle qui faisait ses devoirs sans qu'on lui demande. J'étais celle qui préparait son propre déjeuner parce que Valérie était trop fatiguée. J'étais celle qui comprenait que l'argent était limité. Je me souviens du jour où j'ai reçu la lettre pour ma bourse complète à l'université. C'était une bonne fac publique, raisonnable, avec un bon programme d'économie. J'avais travaillé 4 ans pour avoir ces notes, restant éveillée jusqu'à 2 heures du matin, terrifiée à l'idée d'être médiocre. J'ai posé la lettre sur le comptoir de la cuisine. Valérie est rentrée, l'a lue et a souri. Elle a dit « C'est bien, Chloé. C'est une chose de moins dont je dois m'inquiéter. » C'était tout. J'étais un problème résolu. J'étais une facture qui n'avait pas besoin d'être payée. 2 jours plus tard, Lucas, 15 ans à l'époque, a fait un croquis au fusain du chien du voisin. C'était correct. Pas génial, mais correct. Valérie l'a encadré. Elle l'a accroché dans le couloir. Elle l'a posté sur Facebook avec une légende disant « L'âme de mon fils est si profonde, il voit le monde différemment. Nous avons un véritable artiste à la maison. » Elle l'a emmené manger une glace pour célébrer sa vision. Je suis restée à la maison et j'ai rempli les papiers de prêt étudiant pour les frais que la bourse ne couvrait pas. Je ne l'ai pas détesté pour ça à l'époque. J'ai juste accepté les rôles. J'étais le chêne robuste. Il était l'orchidée. Les chênes n'ont pas besoin d'être arrosés. Les orchidées meurent si la pièce est 2 degrés trop froide. Les vrais problèmes ont commencé il y a 8 mois. Je suis revenue à la maison parce que l'économie semblait essayer de m'étrangler. Mon loyer à Paris avait augmenté de 30% en un an. Je gagnais bien ma vie chez Mistral Solutions Risk, mais je regardais mes économies stagner. J'ai pris une décision logique, calculée. Je retournerai dans le nid vide, paierai un loyer modeste à Valérie, ce qui l'aiderait puisque papa était parti il y a des années, et j'économiserai pour un apport. C'était censé être un arrangement symbiotique. 6 mois, peut-être 1 an, une transaction commerciale entre adultes qui s'aimaient. Mais à la seconde où j'ai porté mes cartons au-delà du seuil, la dynamique a changé. Je suis redevenue la fille, et ils sont redevenus les personnes à charge. Ça a commencé avec les factures. Le premier mois de mon retour, la facture d'électricité était élevée. C'était juillet, et la clim tournait à fond. Valérie a soupiré bruyamment en regardant la facture papier sur le comptoir. Elle s'est massé les tempes. Elle a parlé de la façon dont son travail à temps partiel à la bibliothèque ne payait pas assez pour couvrir la hausse des prix. « Je m'en occupe », ai-je dit. C'était 250 €. J'ai payé sans sourciller. Ça semblait être la bonne chose à faire. Je vivais là, après tout. Mais le mois suivant, la facture est arrivée et elle l'a juste laissée sur mon set de table au dîner. Elle n'a pas demandé, elle l'a mise là comme si c'était mes devoirs. Puis c'était Internet. Le Wi-Fi était lent et Lucas se plaignait du lag pendant qu'il jouait. Un soir, il a jeté une manette contre le mur parce que sa connexion avait sauté. Valérie m'a regardée avec ses yeux implorants. « Tu as besoin d'un bon Internet pour le travail, non ?» a-t-elle demandé. Alors j'ai amélioré le forfait. Je l'ai mise en prélèvement automatique. 50 € par mois. Lucas a arrêté de crier après la télé, alors je me suis dit que c'était le prix de la paix. Puis ce furent les services de streaming. Je suis descendue un soir et j'ai trouvé Lucas essayant de se connecter à Netflix. « On n'a pas ça ?» a-t-il demandé, me regardant comme si je n'avais pas rempli le frigo de lait. « J'ai un compte », ai-je dit.
Je vais me connecter. Une semaine plus tard, j'ai reçu une notification indiquant que mon mot de passe avait été changé. Puis j'ai vu un débit pour le forfait famille premium. Lucas l'avait amélioré. Quand je lui ai demandé, il a haussé les épaules et il a dit « J'avais besoin de la résolution 4K pour mes recherches. Les cinéastes ont besoin de voir les détails. » OK, il n'était pas cinéaste. C'était un gars qui regardait des films jusqu'à 3 heures du matin. C'est devenu une avalanche. Ce n'était pas juste des factures. C'était une subvention de mode de vie. Valérie a arrêté d'acheter de la nourriture. Ou plutôt, elle a arrêté de faire de vraies courses. Elle achetait du pain et du lait, mais si nous voulions dîner, elle disait « Je suis tellement épuisée aujourd'hui. » C'était mon signal. J'ouvrais l'application Uber Eats. Je commandais thaï ou pizza ou sushi pour 3. 60 € ici, 80 € là. Si je suggérais de cuisiner, Lucas disait qu'il avait une sensibilité au gluten cette semaine, ou qu'il essayait un régime paléo, ou qu'il ne supportait tout simplement pas l'odeur des oignons frits à cause de ses problèmes de traitement sensoriel. Alors je payais parce que c'était plus facile que de se disputer. Je payais parce que chaque fois que je sortais ma carte bancaire, Valérie souriait et disait « C'est si agréable que la famille prenne soin les uns des autres. » Mais on ne prenait pas soin les uns des autres. Je prenais soin d'eux. Puis sont venus les investissements de carrière. Lucas a eu 5 carrières au cours des 8 mois où j'ai été ici. D'abord, il allait être photographe, puis graphiste, puis entrepreneur en dropshipping. Maintenant, c'était le podcast et le streaming. Chaque phase nécessitait de l'équipement. Je me souviens être rentrée il y a 3 mois et avoir trouvé un énorme colis devant la porte. C'était un objectif d'appareil photo Canon, un gros morceau de verre, une 200 €. Mon téléphone a vibré avec une alerte fraude de ma banque. Je suis entrée dans la cuisine avec le carton. « Lucas » ai-je dit. Il mangeait un bol de céréales que j'avais payé. « Oh, cool, c'est arrivé. »« Lucas » ai-je dit, la voix tremblante. « Moi, pourquoi je viens de recevoir un débit de plus de 200 €? » Il avait l'air sincèrement confus. « Oh, ça a utilisé ta carte? Désolée, elle doit être enregistrée par défaut sur le compte Amazon familial. » J'ai cliqué sur « Acheter maintenant », si vite que j'ai pas vérifié. « Tu dois me rembourser » ai-je dit. Valérie est intervenue. Elle essuyait le comptoir. Dos à moi. « Chloé, ne le stresse pas. Il a un contrat de mariage le mois prochain. Il te remboursera quand le client le paiera. Tu sais que tu as de la trésorerie. Il ne fait que commencer. » Le contrat de mariage n'a jamais eu lieu. Le couple est allé voir ailleurs. L'objectif a pris la poussière sur une étagère jusqu'à ce qu'il le vende dans un magasin Cash Express pour 400 € parce qu'il avait besoin de liquide pour un billet de concert. Je n'ai jamais vu un centime des 1200 € originaux. C'est la nuit où j'ai commencé le fichier Excel. Je ne l'ai pas fait par méchanceté, je l'ai fait par un besoin désespéré de m'accrocher à la réalité. J'avais l'impression qu'on me manipulait, gaslighting. J'avais l'impression d'être la folle de penser que 2000 € par mois de frais accessoires n'était pas un lien familial normal. J'ai ouvert un fichier sur mon serveur de travail sécurisé. Je l'ai d'abord appelé Projet Sangsue, puis je l'ai renommé OPEX Famille, au cas où il regarderait par-dessus mon épaule. J'ai tout enregistré. 4 novembre, commande Deliveroo. Les potes de Lucas sont passés, 84 €. 7 novembre, essence pour la voiture de maman parce qu'elle a oublié son portefeuille, 65 €. 12 novembre, facture vétérinaire d'urgence pour le chat que Lucas a adopté puis ignoré, 350 €. 20 novembre, abonnement masterclass parce que Lucas voulait apprendre l'écriture de scénario avec Aaron Sorkin, 180 €. Les chiffres étaient stupéfiants. En 8 mois, j'avais dépensé 19 000 € pour des choses qui n'étaient ni mon loyer ni ma nourriture. 19 000 €. C'était une voiture. C'était la moitié d'un apport en province. C'était ma liberté. Je me vidais de mon sang. Un paiement sans contact à la fois. J'ai essayé d'arrêter ça. Vraiment. Le mois dernier, j'ai fait asseoir Valérie. J'avais imprimé une version simplifiée des dépenses, juste les factures et la nourriture. Je n'avais même pas inclus les achats d'équipements accidentels. « Maman » ai-je dit en faisant glisser le papier sur la table. « On doit parler budget. Je ne peux pas continuer à tout couvrir.
J'essaye d'économiser. Valérie n'a même pas regardé le papier. Elle m'a regardé avec un mélange de pitié et de déception. « Chloé », a-t-elle dit, sa voix descendant dans ce registre doux et étouffant. « L'argent n'est que de l'énergie. Ça rentre, ça sort. Tu es tellement obsédée par le fait de l'accumuler. Je ne l'accumule pas, je le gagne, et il sort plus vite qu'il ne rentre, ai-je dit. Lucas traverse une période difficile, a-t-elle dit, changeant de sujet comme toujours. Il essaie de trouver sa voie. Le monde est si dur pour les hommes sensibles en ce moment. Il est dépassé. Toi, tu es différente. Elle a tendu la main et a serré la mienne. Sa paume était chaude, mais elle semblait froide. « Tu es forte, Chloé », a-t-elle dit. « Tu as toujours été la forte. Tu peux gérer la pression. Lui, non. Si on ne le soutient pas, qui le fera? Tu veux qu'il échoue? Je ne veux pas qu'il échoue, ai-je dit. Je veux qu'il paye son propre Spotify Premium. C'est 10 €, a-t-elle raillé en retirant sa main. Mon Dieu, tu parles exactement comme ton père. Si calculatrice. Nous sommes une famille, pas des colocataires. Tu es forte. Tu peux gérer. C'était le mantra. C'était la permission. Parce que je pouvais gérer. Je devais gérer parce que je ne m'effondrais pas en pleurs quand la facture Wi-Fi arrivait. On attendait de moi que je paye parce que je ne jetais pas une manette contre le mur. Je n'avais pas besoin de soutien. Ma compétence était ma punition. Et c'est pour ça qu'ils ont déplacé le bureau. Ce n'était pas juste pour la lumière. Ce n'était pas juste pour le podcast. C'était parce qu'ils me regardaient et ne voyaient pas une personne avec des sentiments ou des limites. Ils voyaient une machine. Une machine ne se soucie pas d'être poussée au sous-sol. Une machine n'a pas besoin de soleil. Une machine ne fait que bourdonner, traiter des données et imprimer de l'argent. Peu importe où vous la branchez. Ils pensaient que j'étais assez forte pour encaisser l'insulte. Ils pensaient que j'étais assez responsable pour continuer à payer les factures depuis la buanderie parce que c'est juste ce que fait Chloé. Ils ont pris mon endurance pour du consentement. Je me suis retournée dans mon lit. La couette s'est entassée autour de mes épaules. L'obscurité de la pièce semblait lourde. Mais pour la première fois en 8 mois, mon esprit était clair. Ils avaient raison sur une chose. Je suis forte. Mais ils allaient apprendre la différence entre un mur porteur et un rocher qui tombe. Un mur porteur vous soutient. Un rocher qui tombe vous écrase. J'ai fermé les yeux. Je n'avais pas besoin de dormir, mais j'avais besoin de repos. Demain allait leur coûter cher. Et pour la première fois de ma vie, ce n'est pas moi qui paierai l'addition. Le sous-sol ne sentait pas le bureau à domicile. Il sentait la lessive Ariel, le béton humide et l'odeur métallique distincte d'une chaudière qui n'avait pas été révisée depuis une décennie. J'étais assise à une table de jeu pliante que ma mère avait sortie du garage. Elle vacillait chaque fois que je tapais une phrase. L'éclairage était un unique néon clignotant qui bourdonnait avec la persistance d'un insecte mourant. Il jetait une pâleur verte maladive sur tout, donnant à ma peau un air jaunisse sur le retour webcam. Il était 7h45 du matin. Ma réunion avec le vice-président des opérations d'une grande entreprise de logistique était prévue à 8h précises. J'ai fixé l'indicateur de signal Wi-Fi dans le coin inférieur droit de l'écran de mon ordinateur portable. C'était une barre, une seule ligne courbe qui clignotait comme un signal de détresse. « Allez !» ai-je chuchoté. Ma voix sonnait creuse, rebondissant sur les murs en parpaing. J'avais fait un test de vitesse il y a 10 minutes. La vitesse de téléchargement était de 3 mégabits par seconde. La vitesse d'envoi était inexistante. J'essayais de me connecter au VPN de l'entreprise pour accéder au fichier d'évaluation des risques que je devais présenter, mais la connexion expirait sans cesse. La petite roue, qui tournait sur mon écran, se moquait de moi. Au-dessus de ma tête, le plancher a craqué. Des pas lourds. Lucas. Puis le son est arrivé. Ça a commencé par un martèlement rythmique, une ligne de base vibrant à travers les poutres en bois et s'installant dans mes dents. Boum, 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 boum. Il testait encore sa musique d'intro. J'ai attrapé mon téléphone et envoyé un SMS à Valérie. « Maman, s'il te plaît, dis-lui de baisser. J'ai la réunion client dans 10 minutes. » Les basses font trembler la caméra. J'ai vu les bulles apparaître. Elle écrivait. « Il fait une vérification du son. Chloé, il doit régler les niveaux. » Mais qu'il mette juste ses écouteurs, ai-je répondu en tapant fort sur la vitre. Mes écouteurs n'empêchent pas le micro de capter les vibrations. On dirait que je suis en boîte de nuit.
S'il te plaît, ce sera bientôt fini. Sois patiente. J'ai posé le téléphone. J'ai pris une grande inspiration. J'ai ajusté la pile de vieilles encyclopédies que j'avais mise sous mon ordinateur portable pour amener la caméra à hauteur des yeux. Je devais avoir l'air professionnel. Je devais avoir l'air de contrôler des milliards d'euros de capital risque, pas comme une femme cachée dans une buanderie à côté d'une pile de serviettes sales. À 750 minutes, les basses se sont arrêtées. Dieu merci. Je me suis connectée à l'appel Zoom. La qualité vidéo était plus granuleuse que d'habitude, pixelisée et avec du retard, mais l'audio semblait stable. M. Henderson est apparu à l'écran, assis dans un bureau aux parois de verre à la Défense, l'air élégant et impatient. « Bonjour, Chloé », a-t-il dit. Sa voix était nette. Plongeons directement dans les vulnérabilités de la chaîne d'approvisionnement dans la région sud-est. « Bonjour, M. Henderson », ai-je dit en forçant un sourire. « Absolument. Laissez-moi partager mon écran. » J'ai cliqué sur le bouton de partage. La petite roue a tourné et tourné. « Juste un instant, » ai-je dit, l'estomac noué. « La connexion est un peu lente ce matin. »« Le temps presse, Chloé ?» a-t-il dit en vérifiant sa montre. Soudain, la porte en haut des escaliers du sous-sol s'est ouverte. « Maman, t'as vu l'adaptateur ?» La voix de Lucas a tonné dans la cage d'escalier, amplifiée par l'acoustique de l'espace clos. Je me suis jetée sur le bouton muet, mais j'étais une demi-seconde trop lente. « Lucas, chut !» La voix de Valérie a suivi, forte et perçante. « Chloé est sur l'ordi. »« J'ai juste besoin de l'adaptateur », a hurlé Lucas en retour. « Le stream commence dans 1 heure sur mon écran. » Monsieur Henderson a froncé les sourcils. « Tout va bien là-bas? On dirait une dispute domestique. » Toutes mes excuses, ai-je dit, le visage brûlant d'une chaleur qui n'avait rien à voir avec la chaudière. Je travaille depuis un emplacement temporaire aujourd'hui en raison de réparations structurelles dans mon bureau principal. D'accord, a-t-il dit. Il ne me croyait pas. Pouvons-nous continuer? J'ai finalement réussi à charger le tableau Excel. J'étais à 5 minutes de la présentation, expliquant un point de défaillance critique dans leurs itinéraires de camionnage. Quand le lave-linge à ma gauche est passé en cycle d'essorage, ça a sonné comme un moteur d'avion décollant dans une boîte de conserve. La table pliante a commencé à vibrer. L'encyclopédie a glissé. « Je ne vous entends pas », a dit M. Henderson, se penchant vers sa caméra. « Il y a énormément de bruit de fond. » Je me suis remise en muet. J'ai regardé la machine à laver. Elle faisait le gros linge, jeans et serviettes. Ce serait comme ça pendant 20 minutes. J'ai réactivé le son. « Je suis vraiment désolée. Il semble y avoir des travaux lourds à proximité. »« Chloé, » a dit M. Henderson, sa voix descendant d'une octave, « nous payons une prime à Altis pour le professionnalisme. Je ne peux pas prendre de décision sur des contrats à 8 chiffres quand je n'entends pas l'analyste. Reprogrammons ça quand vous serez dans un environnement approprié. »« Je peux finir, » ai-je supplié, la dignité m'abandonnant. « Je peux parler plus fort. »« On reprogramme, » a-t-il dit fermement. « Envoyez-moi des dates. » L'écran est devenu noir. Je suis restée assise là dans le silence du sous-sol, accompagnée seulement par le battement violent de la machine à laver. Je n'avais jamais été renvoyée d'une réunion client de ma vie. Jamais. J'ai fermé l'ordinateur portable. Je ne l'ai pas claqué. Je l'ai fermé avec une précision délicate et terrifiante. J'avais besoin de m'adosser. J'avais besoin de m'appuyer en arrière, de fermer les yeux et de compter jusqu'à 10. J'ai tendu la main derrière moi, m'attendant à sentir le support en maille de ma chaise ergonomique. Ma main a rencontré l'air. Je me suis retournée. J'avais été tellement concentrée sur Internet et l'installation de la table que je n'avais pas complètement enregistré sur quoi j'étais assise jusqu'à ce moment. C'était une chaise pliante en métal, beige, froide, dure. Ma chaise, la Herman Miller Aeron que j'avais achetée reconditionnée pour 600 € il y a 3 ans. La chaise qui sauvait mon dos pendant les quarts de 12 heures n'était pas là. Je me suis levée. J'ai regardé autour de l'espace de stockage chaotique du sous-sol. Vieille décoration de Noël, valise cassée, la vieille boîte à outils de mon père, pas de chaise. J'ai débranché mon ordinateur portable. Je l'ai mis sous mon bras. J'ai monté les escaliers en bois. Mes pas étaient silencieux sur les marches. Je suis entrée dans la cuisine. Le soleil entrait par les baies vitrées, illuminant les grains de poussière dansant dans l'air. C'était une belle matinée joyeuse à l'étage. Le contraste m'a donné la nausée. Valérie était au fourneau, en train de brouiller des œufs.
Lucas était à la table de la cuisine en train de déballer une nouvelle table de mixage audio. L'emballage était éparpillé partout. « Comment s'est passée la réunion ?» a demandé Valérie sans se retourner. Son ton était léger, aérien, comme si elle ne venait pas de saboter ma carrière. « Tu t'es débrouillé avec le bruit ?» J'ai dit à Lucas de faire doucement, mais tu connais l'énergie créative. « Où est ça, ma chaise ?» ai-je demandé. Ma voix était calme. Ce n'était pas une voix de fille. C'était la voix d'un auditeur trouvant une anomalie. Valérie s'est figée, spatule en l'air. Lucas n'a pas levé les yeux de son manuel d'instruction. « Quelle chaise ?» a demandé Valérie. « Ma chaise de bureau, ai-je dit. » La noire en maille, celle qui était dans mon bureau en haut, elle n'est pas au sous-sol. « Oh !» a dit Valérie. Elle s'est retournée, s'essuyant les mains sur son tablier. Elle avait ce regard, celui qu'elle avait quand elle cassait une assiette et cachait les morceaux dans la poubelle. Un mélange de culpabilité et de défi. « Elle, où est-elle ?» ai-je répété. Lucas a finalement levé les yeux. Il a ajusté son bonnet. « On l'a vendue. » Le monde a semblé basculer sur son axe pendant une seconde. « Vous l'avez vendue » ai-je répété. Les mots ressemblaient à des objets étrangers dans ma bouche. « Ouais, hier soir, » a dit Lucas, montrant la table de mixage sur la table. J'avais besoin de liquide pour le Rodecaster Pro. Ce truc est essentiel pour le docking audio. Le gars est venu chercher la chaise vers 22 heures. J'en ai tiré 300 €, vente rapide. 300 €. Elle en valait le double. J'ai regardé Valérie, j'attendais qu'elle le gronde, j'attendais qu'elle dise « Oh mon Dieu, Lucas, tu ne peux pas vendre les meubles de ta sœur. » Au lieu de ça, Valérie a haussé les épaules. « C'est juste une chaise, Chloé, » a-t-elle dit. Elle est retournée aux œufs. « Tu es jeune, tu as un bon dos, tu peux t'asseoir sur n'importe quoi. » Lucas doit rester assis pendant des heures pour le montage. Il a besoin d'équipement professionnel pour changer sa vie. On doit prioriser. Ce n'était pas à vous de la vendre, ai-je dit. C'était dans la maison, a dit Valérie, comme si ça expliquait tout. Nous sommes une famille. On partage les ressources. Quand tu déménageras dans ton grand bureau d'entreprise au centre-ville ou peu importe, tu n'en auras pas besoin. Lucas construit quelque chose ici. Je l'ai acheté, ai-je dit, avec mon argent. Et tu vis sous mon toit? A claqué Valérie, la légèreté disparue de sa voix. Elle a claqué la spatule sur le comptoir. Je ne te fais pas payer un loyer au prix du marché. Je considère ça comme une contribution. Mon Dieu, tu es si matérialiste. C'est juste un objet. Ton frère essaie de construire un avenir. C'est plus calme en bas de toute façon, a marmonné Lucas, branchant un câble dans son nouveau jouet. T'as pas besoin d'une chaise chic pour regarder des tableaux Excel. Personne te voit. Mon client me voit, ai-je dit. Ou me voyait, avant de mettre fin à la réunion à cause de la machine à laver. Bah, c'est pas ma faute, a dit Lucas sur la défensive. J'ai pas lancé la machine. Je les ai regardés. Je les ai vraiment regardés. Ils n'étaient même pas méchants. Ça aurait été plus facile. Ils étaient juste agressivement, terminalement convaincus que tout leur était dû. Ils avaient réécrit le récit de nos vies si profondément que dans leur version, j'étais la méchante pour vouloir garder ma propriété. Dans leur version, me dépouiller de mes outils était un noble sacrifice pour la célébrité imaginaire de Lucas. J'ai sorti mon téléphone, j'ai ouvert mon application bancaire. J'ai ouvert le fichier Excel que j'avais mis à jour la veille au soir. J'ai fait défiler jusqu'en bas, 24 312 €. C'était le total. C'était le coût d'être la fille de Valérie et la sœur de Lucas ces 8 derniers mois, chaises incluses. Alors, ai-je dit, le mot unique coupant l'odeur des œufs frits. Ils m'ont toutes les deux regardé. Il y avait quelque chose dans mon ton qui a fait arrêter Valérie de gratter la poêle. C'était l'absence d'émotion. Alors, ai-je répété, tout ce que j'achète, tout ce que je paie, si c'est dans cette maison, ça appartient à la famille. C'est la règle? Ne sois pas dramatique, a soufflé Valérie, mais elle a déplacé son poids, mal à l'aise. Ce n'est pas une question de propriété, c'est une question d'aider ceux qui en ont le plus besoin. Tu as tellement, Chloé, Lucas n'a rien. Pourquoi es-tu si radine? Ouais, a ri Lucas. Un rire court et sec. Tu vas faire quoi? Nous expulser? C'est la maison de maman.
Il a secoué la tête, regardant sa table de mixage, souriant avec ce sourire suffisant de petit frère. Il pensait que c'était une autre petite dispute. Il pensait que j'allais taper du pied, crier à l'injustice et ensuite payer la pizza ce soir pour m'excuser d'avoir gâché l'ambiance. Il pensait être en sécurité. « D'accord, ai-je dit. « D'accord ?» a demandé Valérie, faisant écho à la veille. Elle s'est détendue, ses épaules sont tombées. Elle pensait avoir gagné à nouveau. « Bien. Maintenant, assieds-toi. Les œufs sont presque prêts. Et Chloé, tu peux regarder Internet à nouveau? Ça lag. Sur mon iPad. » Je regarderai, ai-je dit. Je ne me suis pas assise. Je me suis retournée et je suis sortie de la cuisine. « Où tu vas? » a demandé Lucas. « Le toast est prêt. »« Aux toilettes, » ai-je menti. J'ai monté les escaliers. Je suis passée devant l'espace vide où se trouvait mon bureau. Je suis entrée dans ma chambre et j'ai verrouillé la porte. Ma valise était déjà ouverte sur le lit. Je n'avais pas besoin d'emballer grand-chose d'autre. Juste des articles de toilette, un chargeur, l'ordinateur portable. J'ai bougé avec une efficacité terrifiante. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas tremblé. Je me sentais légère. C'était la légèreté d'un soldat qui a enfin reçu l'ordre de se retirer d'une bataille perdue. Perdue. J'ai vérifié l'heure, 8h25. Le Uber était à 6 minutes. Je l'avais réservé pendant qu'il parlait des œufs. J'ai mis mon manteau, j'ai mis mes chaussures. J'ai pris le disque dur. J'ai regardé la chambre une dernière fois. J'ai regardé le lit où j'avais dormi enfant, les murs que j'avais fixés en rêvant d'une vie où je compterais. Je ne les quittais pas pour l'argent. Je pouvais gagner plus d'argent. Je les quittais parce qu'ils m'avaient regardé dans les yeux et m'avaient dit que mon confort, ma carrière et ma propriété étaient moins importants que leurs caprices. Ils m'avaient dit que j'étais du carburant, pas de la famille. J'ai saisi la poignée de ma valise. J'ai pris mon sac à dos. Je n'ai pas écrit de mots. Je n'ai pas laissé d'argent sur la commode. J'ai ouvert la fenêtre. C'était au rez-de-chaussée surélevé, donnant sur l'allée arrière. Je ne voulais pas passer par la cuisine. Je ne voulais pas entendre Valérie me demander de réparer le Wi-Fi une dernière fois. J'ai laissé tomber le sac par la fenêtre dans les buissons. J'ai grimpé après lui. L'air du matin était froid et vif. Il a rempli mes poumons comme de l'oxygène pur. J'ai contourné le côté de la maison vers la rue. La berline noire s'est rangée le long du trottoir juste au moment où j'atteignais le bord. Je suis montée. « Aéroport ?» a demandé le chauffeur. « Non, » ai-je dit en regardant la maison. La fenêtre de la cuisine brillait d'une lumière chaude. Ils mangeaient ses œufs. Ils attendaient que je redescende pour réparer le routeur. Ils attendaient que Loa ponde un autre œuf d'or. « Rue de la Roquette, 11e arrondissement, » ai-je dit. Le chauffeur a hoché la tête et a démarré. J'ai regardé la maison rétrécir dans le rétroviseur jusqu'à ce qu'elle ne soit plus qu'un petit point insignifiant. Puis je me suis retournée et j'ai fait face à la route devant moi. Mon téléphone a vibré dans ma poche. Un message de Lucas. « Hé, sérieusement pour le net, je peux pas streamer si c'est rouge? » Je n'ai pas répondu. J'ai fouillé dans mon sac, sorti l'outil pour carte SIM que je gardais dans mon kit technique et ouvert le tiroir. J'ai regardé la petite puce. Puis j'ai ouvert la fenêtre et je l'ai jetée sur le périphérique. Qu'il stream ça. Pour comprendre comment j'ai pu sortir de cette maison à 8h25 du matin avec rien d'autre qu'un sac à dos et une résolution glaciale, vous devez comprendre ce qui s'est passé entre minuit et 4h du matin. Je n'ai pas pris de décision irréfléchie. Dans mon métier, on appelle ça une réponse de panique, et les réponses de panique coûtent de l'argent. J'ai exécuté une liquidation d'actifs contrôlés. La vérité, c'est que je regardais l'appartement dans le 11e arrondissement depuis 3 semaines. C'était un studio au 3e étage d'un immeuble ancien rénové. Il avait des poutres apparentes, ce qui signifiait des courants d'air, et donnait sur une cour, ce qui signifiait qu'il était sombre. Mais il avait une caractéristique que la maison de banlieue n'avait pas. Le bail était à mon nom et seulement à mon nom. J'avais l'onglet ouvert sur mon ordinateur portable depuis des jours, le bouton « Envoyer le dossier » planant là comme un parachute. Je n'avais pas cliqué parce que j'avais peur. J'avais peur que Valérie dise que je l'abandonnais. J'avais peur que Lucas dise que je me croyais meilleure qu'eux. J'avais peur de la culpabilité, cette couverture lourde et mouillée qu'ils avaient passé 30 ans à tisser autour de moi. Mais après la poussette du bureau, la peur s'est évaporée.
Elle a été remplacée par une clarté si vive qu'elle ressemblait à de l'eau glacée dans mes veines. À 00h15, pendant que la maison dormait, j'ai signé numériquement le bail. J'ai regardé l'icône de traitement tourner. Approuvé. Puis est venu l'argent. Premier mois de loyer. 1200 €. Dépôt de garantie. 1200 €. Frais d'agence. 1 mois de loyer. Total environ 3600 €. J'ai lancé le virement instantané, 3600 € quittant mon compte en un clic. C'était une sensation physique, un coup de poing dans le ventre. C'était mon filet de sécurité. C'était l'argent que j'avais économisé en mangeant des pâtes et en sautant les vacances. Mais en regardant le solde baisser, j'ai réalisé quelque chose. Cette douleur était différente. Quand je payais l'objectif de l'appareil photo de Lucas ou les courses de Valérie, la douleur était lourde et sourde, comme si on me saignait lentement. Cette douleur était vive et propre. C'était la douleur de cautériser une plaie. Ça faisait mal, mais ça arrêtait l'hémorragie. Puis l'extraction a commencé. J'ai bougé dans ma chambre avec le silence d'un voleur. Je n'ai pas emballé de vêtements. Les vêtements sont lourds et les vêtements peuvent être remplacés. J'ai emballé des données, j'ai pris les dossiers physiques du tiroir du bas, mon acte de naissance, mon passeport, les papiers de ma voiture que j'avais vendue l'an dernier. Mais j'ai gardé ma carte d'identité et mon avis d'imposition. J'ai emballé mes disques durs externes, les enveloppant dans d'épaisses chaussettes en laine pour les protéger. J'ai emballé mes médicaments contre la migraine sur ordonnance. Je les ai mis dans mon sac à dos, répartissant le poids pour qu'il n'ait pas l'air encombrant, puis je me suis rassise à mon ordinateur et j'ai ouvert le fichier Excel Projet 5 Sue. C'était l'heure du braquage numérique. Je ne voulais pas crier. Je ne voulais rien casser. Je voulais disparaître. Je me suis connectée au site du fournisseur d'accès Internet. Le compte était à mon nom. Demande de transfert de service. Date d'effet. Aujourd'hui. Nouvelle adresse. Rue de la Roquette, Paris. Je n'ai pas coupé l'électricité de la maison. Ça aurait été mesquin. J'ai simplement supprimé mes informations de facturation et transféré la responsabilité du service. La prochaine facture arriverait adressée aux résidents, et quand elle ne serait pas payée, l'obscurité serait leur propre œuvre. Je suis passée au service de streaming, Netflix, Disney+, Spotify, Plan de Famille, gérer l'abonnement, annuler, se déconnecter de tous les appareils. J'imaginais Lucas se réveillant le lendemain, essayant de jouer sa playlist de motivation matinale et se heurtant à une demande de carte de crédit. C'était une petite pensée mesquine, mais elle m'a nourrie. Puis je suis allée sur Amazon. C'était le gros morceau. Ma carte était le mode de paiement par défaut. Elle l'était depuis des années parce que c'était plus facile. J'ai supprimé la carte. J'ai supprimé la carte de secours. J'ai activé l'authentification à 2 facteurs, la reliant à une application d'authentification sur mon téléphone, pas à mon numéro de téléphone, pour qu'il ne puisse pas utiliser le SMS à mot de passe oublié pour revenir. J'étais sur le point de fermer l'onglet quand je l'ai vu. Un nouvel email dans mon dossier Promotion que j'ignorais habituellement. Il était arrivé à 16h30 cet après-midi-là. Confirmation de votre plan de paiement avec Cofidis. J'ai froncé les sourcils. Je n'avais rien acheté à crédit. Je payais tout comptant. La dette me démange. J'ai ouvert l'email. Merci pour votre achat chez Sonovent. Article. Rodecaster Pro 2, studio de production audio intégré. Total financé, 700 €. Paiement mensuel, 58 € sur 12 mois. J'ai cliqué sur les détails. L'adresse de facturation était la maison. Le nom sur le prêt était Chloé Martin. J'ai arrêté de respirer un instant. Lucas n'avait pas seulement utilisé ma carte pour acheter la table de mixage. Il avait utilisé mes informations fiscales, qu'il avait dû trouver dans mes papiers en bas pour ouvrir une ligne de crédit à mon nom. Il avait signé un contrat légal en se faisant passer pour moi parce qu'il savait que je n'approuverais pas un achat de 700 €, mais il pensait que je ne remarquerais pas 58 € par mois glissant de mon compte. Il n'avait pas seulement volé mon argent, il avait volé mon identité. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas couru en bas pour le secouer et le réveiller. Ça lui aurait donné une chance de parler, de pleurnicher, de dire qu'il ne comprenait pas comment fonctionnait le crédit. J'ai fait une capture d'écran de l'email, j'ai fait une capture d'écran du contrat de prêt, je les ai sauvegardés sur 3 serveurs cloud différents. Ce n'était plus une dispute familiale, c'était une preuve.
J'ai regardé l'horloge. Il était 3h45 du matin. Je me suis levée et j'ai marché jusqu'à la fenêtre. La rue dehors était morte de silence. Le rêve de banlieue, calme et paisible. À l'intérieur, la maison pourrissait. J'ai fermé la fermeture éclair de mon sac à dos. Il contenait ma vie. Tout le reste dans cette pièce, le lit, la commode, les vieilles affiches, n'était qu'un décor pour une pièce dont je n'étais plus l'actrice principale. J'ai déverrouillé la porte de la chambre et me suis glissée dans le couloir. Le parquet était traître, mais je connaissais chaque grincement. J'avais appris à marcher silencieusement dans cette maison il y a des années pour que Valérie ne se réveille pas et ne me demande pas de faire une corvée. Je suis allée en haut des escaliers. Je pouvais entendre Lucas ronfler depuis sa chambre. Un son rythmé, insouciant. Il dormait du sommeil de quelqu'un qui croit que le monde lui doit une vie. Je suis descendue dans la cuisine. J'ai vu l'espace vide où se trouvait ma chaise. J'ai marché jusqu'à la porte arrière. Ma main a plané sur le verrou. Je pourrais partir maintenant. Je pourrais marcher dans l'obscurité, appeler le Uber et être partie avant qu'il ne se réveille. Mais ensuite, j'ai pensé à la chaise. J'ai pensé à la table de mixage. J'ai pensé au plan de paiement. Si je partais dans la nuit, ils inventeraient une histoire. Ils diraient que je me suis enfuie. Ils joueraient les victimes. Ils devaient me voir. Ils devaient voir que je ne fuyais pas loin d'eux. Je passais au-dessus d'eux. J'ai reverrouillé la porte. Je suis remontée. J'ai caché le sac à dos au fond du placard derrière mes manteaux d'hiver. Je me suis allongée sur le lit, tout habillée, mes chaussures encore aux pieds. J'ai fixé le plafond et j'ai attendu le soleil. J'ai attendu que le spectacle commence. J'étais prête. Les comptes étaient fermés. Le bail était signé. Les preuves étaient sécurisées. Le braquage était déjà terminé. Ils ne savaient juste pas encore qu'on leur avait volé leur victime. La première matinée dans le studio ne se définissait pas par ce qu'il y avait, mais par ce qui manquait. Il n'y avait pas d'odeur de graisse de bacon rounds montant de la cuisine, pas de lignes de basses martelantes vibrant à travers le plancher, pas de soupirs passifs agressifs venant du couloir. Il n'y avait que la pâle lumière grise d'un matin parisien filtrant à travers la grande fenêtre, illuminant les grains de poussière dansant sur le parquet vide. Je me suis assise par terre, le dos contre le mur. Je m'étais arrêtée dans une boulangerie en chemin et j'avais acheté un grand café crème et un pain au chocolat. Le café était chaud et réconfortant. C'était le meilleur café que j'ai jamais goûté. J'ai pris une gorgée et j'ai regardé mon téléphone posé par terre à quelques mètres. L'écran était noir, silencieux, paisible, et puis l'horloge a sonné 7h12. Ça a commencé par une seule vibration, un bref bourdonnement sec contre le parquet, puis un autre, puis un long bourdonnement soutenu indiquant un appel téléphonique, puis une série rapide de vibrations courtes qui sonnaient comme une mitraillette. Bzz, 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 trrr. Je n'ai pas tendu la main. J'ai juste regardé le téléphone danser sur le parquet, propulsé par la force pure de la panique de ma famille. C'était une expérience psychologique fascinante. J'avais retiré les poutres de soutien de leur vie il y a environ 8 heures. Et la gravité avait enfin fait son travail. Je me suis penchée et j'ai touché l'écran pour le réveiller, mais je ne l'ai pas déverrouillé. J'ai juste lu les notifications qui descendaient en cascade sur l'écran de verrouillage comme une chute d'incompétence. Appel manqué maman, 3. Appel manqué Lucas, 5. Puis, les messages sont arrivés. Lucas, 7h12. Et Internet est coupé. Coupé? Redémarre le routeur. Lucas, 7h13. Toujours rouge. T'as changé le mot de passe? Valérie, 7h14. Chloé, le Wi-Fi marche pas sur l'iPad. Je peux pas regarder la météo. Lucas, 7h15. Loho, j'ai la collab avec Ricky dans 2 heures. Je dois me préparer. Répare ça. Lucas, 7h16. Meuf, tu dors. Réveille-toi. J'ai pris une autre bouchée de mon pain au chocolat. Il était beurré et feuilleté. J'ai mâché lentement, savourant la texture. Dans l'ancienne vie, la vie qui s'était terminée hier soir, je serais en train de dévaler les escaliers à cette heure-ci. Je serais au téléphone avec le fournisseur d'accès, m'excusant auprès de Lucas, redémarrant le modem et absorbant leur stress comme si c'était le mien. Je serais la technicienne frénétique gardant leur réalité opérationnelle. Ici, dans le 11e, j'étais juste une femme qui prenait son petit déjeuner. Le téléphone a cliqueté à nouveau, un autre appel de Lucas. J'ai laissé aller sur messagerie. Une nouvelle notification est apparue. Celle-ci venait du fournisseur Internet.
transféré automatiquement à mon email parce que ma mère ne comprenait toujours pas comment dissocier les comptes. Alerte de service. Mode de paiement principal refusé. Transfert de propriété du compte en attente d'acceptation. Service suspendu. J'ai souri. Un petit sourire froid. Je n'avais pas coupé Internet. Ça aurait été malveillant. J'avais simplement fait exactement ce qu'ils avaient demandé. Je leur avais donné la maison. J'avais transféré les comptes de service net public à l'adresse, retiré ma carte de crédit et autorisé le transfert de responsabilité aux résidents. Tout ce qu'ils avaient à faire était d'ouvrir l'email, de cliquer sur « Accepter » et d'entrer leur propre numéro de carte bancaire. Mais ils ne le feraient pas. Ils ne savaient même pas comment faire. Pour eux, Internet était comme l'air. Il existait, c'est tout. Ils ne comprenaient pas que l'air nécessitait un abonnement de 50 € par mois. Le ton des messages a commencé à changer. La confusion caillait en colère. Valérie, 7h25. Je viens de trouver le mot d'EDF. Ça dit que le prélèvement est annulé. Chloé, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu fais ça? Lucas, 7h28. C'est quoi ce bordel? Ma connexion Adobe ne marche pas. Ça dit abonnement expiré. J'ai un fichier projet bloqué dedans. Lucas, 7h30. Réponds au téléphone. J'ai fini mon café. Je me suis levée et je me suis étirée. Mon dos a craqué. Je me sentais plus grande. Je suis allée à la fenêtre et j'ai regardé dans la cour. Un camion poubelle soulevait une benne. Le gémissement hydraulique était fort, mais c'était un bruit honnête. C'était le son du travail qui se fait, pas le son de l'énergie qui se fait aspirer. J'ai décidé d'écouter les messages vocaux. J'ai mis le téléphone sur haut-parleur et l'ai posé sur le rebord de la fenêtre. Premier message vocal, Valérie. 7h18. Chloé, c'est maman. Je ne sais pas ce que tu as touché avant de partir au travail, mais la maison est hors ligne. Lucas pète un câble. Il jette des trucs. Tu sais comment il est quand sa routine est perturbée. S'il te plaît, rappelle tout de suite et guide-nous pour réparer ça et prends du lait en rentrant ce soir. Elle pensait encore que je rentrerais à la maison. Elle pensait encore que j'étais au travail, juste injoignable. Elle pensait que c'était un bug. Deuxième message vocal. Lucas, 7h22. Meuf, sérieusement, t'as changé les mots de passe pour être drôle? J'ai Ricky et l'équipe qui se connectent au serveur à 9h pile. Si je suis pas là, je passe pour une blague. C'est ma carrière. Chloé, arrête tes conneries et envoie-moi le nouveau code. Troisième message vocal. Valérie, 7h45. Sa voix était différente maintenant, plus aiguë. Les bords s'effilochaient. Chloé, je suis allée dans ta chambre pour prendre le mot de passe du routeur dans ton carnet. Tu n'es pas là. L'armoire est. Elle a l'air vide et ton ordinateur portable n'est plus là. Appelle-moi maintenant. La réalisation avait frappé. Le temps de latence entre l'action et la réaction était exactement de 45 minutes. J'ai regardé l'heure. Il était presque 8h. J'avais pris ma journée chez Altis. Je leur avais dit que je déménageais. Ils avaient été compréhensifs. Ils m'avaient envoyé une carte cadeau de 50 € pour Leroy Merlin. Mon patron me traitait mieux que les gens qui partageaient mon ADN. J'ai finalement tapé une réponse. Je ne l'ai pas envoyée au groupe de discussion. Je l'ai envoyée à Valérie. J'ai déménagé. Les services publics sont transférés à l'adresse de la maison. Vous avez juste besoin d'entrer vos infos bancaires pour les réactiver. J'ai appuyé sur « Envoyer ». La réponse a été instantanée. Le téléphone s'est allumé comme une fusée éclairante. Valérie. Tu as déménagé sans nous le dire. Comment as-tu pu, Chloé? Nous sommes une famille. On ne part pas comme ça. Qui va payer les arriérés? L'email dit qu'il y a un solde dû. J'ai ignoré ça. Bien sûr qu'il y avait un solde. J'avais payé jusqu'à hier. Le nouveau cycle commençait aujourd'hui. Puis est venu le virage émotionnel. La manœuvre classique de Valérie. Valérie, je n'arrive pas à croire que tu sois si égoïste. Lucas pleure. Il est littéralement par terre, en train de faire une crise d'angoisse parce qu'il ne peut pas faire son émission. Tu gâches sa vie pour une chaise. C'est à propos de la chaise? J'ai ri fort. Le son m'a surprise. Il a rebondi sur les murs vides. Ce n'était pas à propos de la chaise. C'était à propos du fait qu'elle pensait que ça pouvait être à propos de la chaise. C'était à propos du fait qu'elle réduisait une décennie d'exploitation financière à un seul meuble. Lucas, tu me dois ces revenus perdus. Si je rate ce stream, je perds le sponsoring, c'est 500 balles.
Chloé, tu vas me payer ça. J'ai répondu à Lucas. Non, juste 3 lettres. Pas d'explication, pas d'excuse. Non, désolé. Mais Lucas, comment ça non? Tu m'as saboté. Chloé, je ne t'ai pas saboté. J'ai juste arrêté de te subventionner. Si ton modèle économique repose sur le fait que je paye ton Internet, tes logiciels et ton électricité, alors tu n'as pas d'entreprise. Tu as un passe-temps que je suis fatiguée de financer. C'était la chose la plus honnête que je lui ai jamais dite. Mon téléphone a sonné à nouveau. C'était un numéro que je ne reconnaissais pas. J'ai hésité, puis j'ai décroché. « Allô, est-ce Chloé Martin? » Une voix robotique. Ici le service prévention des fraudes de la Banque populaire. Nous appelons pour vérifier une activité inhabituelle sur une carte se terminant par 492. Ce n'était pas ma carte principale. C'était la carte d'utilisateur autorisée que j'avais donnée à Valérie pour les courses il y a 2 ans. Je l'avais bloquée hier soir via l'application. « Je vous écoute ?» ai-je dit. Nous voyons une transaction refusée de 350 € chez Sonovente tentée à 7h55. Était-ce vous? J'ai fermé les yeux et secoué la tête. Lucas. Il avait dû voler le portefeuille de maman à la seconde où Internet a coupé, essayant d'acheter un hotspot mobile ou un nouvel équipement pour sauver son stream, pensant que sa carte fonctionnerait encore. Non, ai-je dit clairement. Ce n'était pas moi. Je n'ai pas autorisé ce débit. Ah, merci. Nous garderons la carte bloquée et en émettrons une nouvelle à l'adresse principale enregistrée. En fait, ai-je dit, s'il vous plaît, annulez la carte entièrement et supprimez cet utilisateur autorisé. C'est fait. Bonne journée, Madame Martin. J'ai raccroché. Les messages arrivaient plus vite maintenant. Une bouillie de désespoir et de venin. Valérie. La carte n'a pas marché. Lucas a besoin d'équipement pour streamer depuis la bibliothèque. Pourquoi la carte est refusée? Valérie. Chloé, réponds, je suis ta mère. Lucas. Je vais dire à tout le monde ce que tu as fait. Je vais le poster. Je vais leur dire que tu nous as abusés, volé notre argent et laissé pourrir. J'ai regardé la menace arriver. Elle aurait dû me terrifier. L'ancienne Chloé aurait été terrifiée par la honte publique, le récit de la mauvaise fille. Mais la nouvelle Chloé a regardé l'appartement vide, les murs et la lumière du soleil. J'avais les captures d'écran. J'avais les relevés bancaires. J'avais les emails montrant le vol d'identité concernant le prêt Cofidis. Qu'il poste, qu'il essaie de dire au monde que sa sœur était une méchante parce qu'elle avait arrêté de payer son abonnement Adobe Creative Cloud. J'ai tapé un dernier message dans le chat de groupe. Je ne reviens pas. Ne venez pas à mon bureau. Ne me cherchez pas. Le bail de la maison est au nom de maman. Les factures sont à votre nom maintenant. Bienvenue dans le monde réel. Puis j'ai fait quelque chose que j'aurais dû faire il y a des années. Je suis allée dans les paramètres, bloquer le contact maman, bloquer le contact Lucas. La vibration s'est arrêtée. L'écran est devenu immobile. Le silence qui a suivi était lourd, mais il n'était pas vide. Il était plein de possibilités. J'ai regardé l'horloge. Il était 8h15. La collab devait commencer dans 45 minutes. Lucas criait probablement sur un routeur qu'il ne savait pas configurer, tenant une carte de crédit qui ne fonctionnait pas, dans une maison où le silence était enfin et magnifiquement son problème. J'ai fini mon pain au chocolat. J'ai mis le papier en boule et je l'ai jeté dans le petit sac poubelle que j'avais apporté avec moi. J'avais beaucoup à faire aujourd'hui. Je devais acheter un matelas. Je devais acheter un bureau. Je devais acheter une chaise, une neuve, une que personne ne vendrait jamais sous mes fesses. Mais pour l'instant, je suis restée assise là. J'ai regardé les grains de poussière danser. J'ai écouté le bourdonnement lointain de la circulation parisienne. Pour la première fois de ma vie, je n'étais pas le mur porteur. J'étais juste une personne dans une pièce, et la maison que j'avais laissée derrière pouvait tenir ou tomber toute seule. Je soupçonnais qu'elle allait tomber, et j'ai réalisé avec une secousse de pure joie caféinée que je m'en fichais.